biologiste, je suis chercheur au CNRS, je travaille au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et j'ai travaillé un petit peu dans le passé sur tout ce qui est capacité d'adhésion, la capacité de grimper des animaux, entre autres les geckos, les rainettes et autres bestioles. Donc l'idée, c'est que je vous présente un tout petit peu aujourd'hui comment on s'inspire de la nature pour trouver des solutions intéressantes qu'on utilise au quotidien. Quand vous regardez autour de vous, il y a plein de choses qui sont suspendues au plafond partout. Et donc on essaie de trouver des solutions. On va s'inspirer de la nature pour trouver la meilleure solution donnant le contexte spécifique. Donc je vais vous parler spécifiquement à gauche. Vous voyez une petite patte de gecko. À droite, vous voyez une petite rainette. C'est deux organismes qu'on connaît bien, qui sont connus pour leur capacité de grimper sur des surfaces toutes planes, sans trop de structure. Et donc, c'est des super modèles pour s'inspirer, pour comprendre ce qui se passe, quels sont les principes physiques derrière qu'ils utilisent. Donc, il y a un tout petit peu de contexte que je vous donne, parce que sinon, ça va être un peu chaud pour comprendre. Donc, quand on parle de s'attacher quelque part à une surface, on parle d'adhésion. Donc, c'est des phénomènes plutôt physico-chimiques qui vont créer une résistance mécanique qui va empêcher de séparer les deux surfaces. Voilà. Donc, il y a des mécanismes d'adhésion directs et indirects. Par exemple, indirect, c'est la capillarité, un peu d'eau, une petite couche de liquide qui va se former, ou la colle qu'on utilise. Voilà, c'est un type de mécanisme indirect. En mécanisme direct, on a les forces de Van der Waals, c'est des forces de contact entre deux structures de toute petite taille, des forces moléculaires, vraiment d'interaction moléculaire, qui sont utilisées par les animaux et sur lesquelles on s'inspire, des forces électrostatiques et des forces capillaires aussi. Et donc, à droite, vous avez les deux grands types de principes quelque part. Donc, d'une côté, on va parler d'adhérence. Donc, c'est vraiment la force qui va essayer de empêcher deux surfaces de se détacher l'un de l'autre. Et l'autre, c'est la friction. C'est l'interaction qui s'oppose au mouvement. Donc, c'est vraiment quand on est en contexte de mouvement, il y a une force qui va s'opposer, qui va empêcher le mouvement. Voilà. Et donc, quand on parle, par exemple, de grimper quelque chose de dynamique, on va plutôt penser aux frictions. Quelque chose qui est plus statique, on va plus penser à tout ce qui est adhérence. Et c'est les deux mécanismes qui sont très importants. Évidemment, quand on grimpe, quand on essaie d'escalader, quand on essaie de poser des choses sur des murs, ben, on a besoin de cette adhésion, on a besoin de cette friction pour éviter que les animaux tombent. Donc, comment grimper? Le plus facile, ben, c'est de créer de la friction. Donc là, on a une petite patte de lézard avec des griffes. Et donc, des griffes, c'est ce qui est utilisé le plus chez les animaux. Chez les mammifères, par exemple, presque tous les mammifères qu'on connaît, ils utilisent des griffes pour créer des interactions entre la surface qui est rugueuse et les griffes qui vont s'adhérer à la surface. Par contre, il y a des autres animaux qui ont été beaucoup utilisés comme source de bioinspiration, et par exemple, on est ici sur les geckos. Donc les geckos ont un système assez particulier qui consiste des toutes petites poils qui se trouvent sur le dessous des pattes des geckos. Et ces petites poils sont tellement petites que la surface de contact est d'ordre de grandeur, avec le substrat sur lequel il va bouger, d'ordre de grandeur d'une molécule. Et donc là, il y a des forces de Van der Waals qui vont intervenir et qui vont assurer un contact très fin entre ces deux surfaces. Et donc, quand je vais vous montrer ici mon petit gecko, voilà, il le fait tout seul. Hein. Voilà, il est collé sur la paroi. Donc là, il est statique. Donc là, on parle vraiment d'adhérence. Donc il est capable de rester sur la boîte. Gecko, c'est assez cool. Je peux le mettre en l'envers. Il reste parfaitement en adhérence à la surface. Hein. Et donc ça, c'est des principes qui nous intéressent évidemment beaucoup parce que l'animal peut soutenir jusqu'à 100 fois son poids avec ce mécanisme de contact des toutes petites structures avec la surface. Donc ça veut dire quand il saute d'une branche d'un arbre à un autre, ben, il arrive à se prendre et coller sans tomber. Donc ça, c'est un principe super intéressant. Et donc ces animaux-là ont servi beaucoup
à des collègues aux États-Unis pour créer des adhésifs artificiels qui s'inspirent de ce principe-là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette petite bête? On a ces toutes petites poils qui rentrent en contact. Il y en a beaucoup. Donc, chaque contact fait très peu de force, mais on va multiplier par des milliers et des milliers. Donc, ça veut dire qu'au final, on va avoir pas mal de force de contact. Et tout ça, c'est connecté avec des tendons, donc avec des structures qui vont être mises en tension. On va tirer dessus, et donc qui vont transférer cette force à la paroi. Et donc, ça, c'est intéressant, parce que ce principe-là, on peut l'utiliser pour s'inspirer. Quelque chose qui est très intéressant dans la nature aussi, c'est qu'on a souvent les effets d'échelle. Ça va d'organismes qui sont très petits, un coléoptère par exemple là, jusqu'au gecko le plus grand. Tous ces organismes que vous voyez là, un coléoptère, une mouche, un araignée, un lézard, ils utilisent le même principe. Par contre, la taille des structures est très différente. Le plus grand est l'organisme, le gecko, le plus petit est la surface de contact entre les différentes structures. Parce que, comme c'est des mécanismes qui sont basés sur la surface de contact, ben le plus que l'animal devient grand, le plus son poids augmente plus rapidement que la surface de contact. Et donc, il a besoin des plus petits contacts et plus de force, au final, pour pouvoir rester connecté. Donc, on voit bien, notre ami gecko, il est très bien à l'aise. Il peut rester à l'envers sans problème pendant des heures. Donc ça, c'est des principes assez intéressants. Et donc, les collègues aux États-Unis ont développé des adhésifs bio-inspirés. Normalement, j'avais prévu de en ramener. Ils ne sont pas arrivés à temps et en heure pour vous présenter ça. Mais l'idée, c'est exactement la même chose. On va avoir une sorte de pot adhésif qui est connecté avec un système de connexion à un bout d'os, le petit crochet. Et avec ça, ils peuvent suspendre des télés, des choses assez grande taille, jusqu'à une vingtaine de kilos, sur une petite surface de 20 sur 20 cm. En plus, ça ne laisse pas de traces. Donc, il n'y a pas de colle qui reste sur la surface. Donc, ça, c'est intéressant. Et la plupart de ces types de surfaces, elles sont aussi auto-nettoyantes. Donc, ça se nettoie tout seul, donc pas besoin de nettoyer. Ça ne se salit pas, donc on peut l'utiliser différemment d'un post-it. Au bout d'un moment, il n'y a plus le colle qui est dessus, donc on perd la contact, on perd l'adhésion. Là, ces animaux-là, mais on ne perd rien. Et donc, l'inspiration issue de ces geckos, c'est quelque chose qui est réutilisable. Donc là aussi, intéressant, évidemment, dans un contexte de développement durable, on a de moins en moins de déchets et on peut réutiliser les surfaces. Donc ça, c'est super intéressant. Mais vous allez me dire, OK, qu'est-ce qu'il y en est de la petite rainette? Donc on va regarder en dessous de la patte d'une rainette et on va voir qu'il y a quelque chose de très différent qui se passe. Donc on connaît plus ou moins les rainettes et ils sont capables de grimper. Par contre, quand on regarde en bas de sa patte, on va voir qu'il y a des petites glandes qui vont sécréter un mucus qui va aider à faire le contact entre la surface de la patte et la paroi. Et on va voir qu'il y a des cellules un peu de forme assez précise avec des petits canaux autour des cellules. Et ça va venir être très important. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est inspiré pour la construction des pneus, des pattes, des coussinets adhésifs des rainettes. Par contre, quand je regarde ma petite rainette que j'ai ici, c'est une petite rainette du Vietnam. Donc je vais faire la même chose que j'ai fait avec le gecko. Je vais la tourner. Donc là, elle tient plutôt bien. Et là, on voit qu'elle commence à bouger. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Tu vois? Hop, elle va se repositionner. Hop, elle n'arrive pas à coller. Donc c'est un mécanisme très différent. Contrairement au gecko qui reste toujours à l'envers complètement sans problème, la rainette n'arrive pas à le faire. Parce qu'elle se base sur des mécanismes très différents. Le mécanisme de contact, le mécanisme physique derrière est très différent. Par contre, elle a un très grand avantage, cette rainette, c'est que même quand il pleut, elle peut rester collée à la surface. Et ça, c'est grâce aux petites pores, les petits canaux autour des papilles que vous voyez là, qui vont amener la liquide à l'extérieur de la pâte. Et donc, ça donne des mécanismes autres qui sont vraiment intéressants et sur lesquels les gens se sont inspirés pour faire des mesures.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, quand la rainette met sa patte sur une surface, il y a une petite couche de liquide, et ça va créer une force de capillarité, qui va empêcher les deux surfaces de se détacher. Donc ça marche très bien jusqu'à la verticale, mais on passe à l'autre côté, elle n'arrive plus à adhérer. Donc il y a des gens qui ont développé des glues, en haut à droite par exemple, basées un petit peu sur la liquide qui est sécrétée par la grenouille. Et évidemment, il y a aussi d'autres applications. Et donc ce que je voulais vite vous montrer aussi, c'est qu'on peut, dans la nature, on peut faire plein de choses très sympas. Donc je vais prendre la grenouille et je vais mesurer, juste vous montrer que c'est très simple de mesurer ses forces d'adhésion. J'ai un petit capteur de force ici, j'ai une petite lame en verre, je vais prendre la grenouille, je vais mettre sa patte dessus et je vais tirer dessus dans l'axe là. Et donc on va voir que la force, donc là on parle de friction, la force de friction va augmenter, on peut la quantifier, on peut la mesurer. Donc ça c'est des manips qu'on peut faire, qu'on fait au laboratoire pour comprendre ces mécanismes. Parce qu'évidemment, avant qu'on puisse s'en inspirer, il faut qu'on les comprenne, il faut qu'on quantifie ce qui se passe chez ces animaux-là. Ça, c'est notre star. Hop. Hop. Voilà, donc là je suis en train de prendre des données et donc je peux très simplement mettre sa patte dessus et après je vais doucement tirer dans l'axe si elle veut bien participer. Voilà. Et donc là, hop, je tire dessus et on voit ici sur l'ordinateur un pic qui se met en place. Donc, hop. Hop, voilà. Donc on a les forces qu'on mesure en temps réel. Donc on veut quantifier très facilement la force qu'est cette petite rainette. Donc là, il y a un peu, il y a trop de lumière, elle n'a pas trop l'habitude, donc elle ne sait pas trop ce qui se passe, hein, la pauvre. C'est pour ça que je vais la remettre. Mais ça montre un petit peu comment on mesure de façon très simple, avec du matériel qui n'est même pas très coûteux. Et donc là aussi, on peut intervenir. Et on peut, par exemple, mettre un peu d'eau sur la petite slide en verre, là, et on peut mesurer avec ou sans surface mouillée et comparer les différents organismes, le gecko, la rainette, comment ils se comportent, comment ils arrivent à tenir ou non dans des contextes différents. Et donc c'est un peu ce qu'on fait au laboratoire. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut vraiment explorer toute cette diversité du vivant. Parce que des organismes qui arrivent à grimper, qui sont là dans la nature, il y en a des centaines et des centaines de milliers. Et donc on peut s'inspirer de tous ces organismes qui sont là et on essaie d'en tirer des principes d'adhésion. Et par exemple, ça c'est le travail des collègues au Glasgow, en Angleterre, qui ont travaillé avec des fabricants de pneus. Et donc, pour les pneus, ils sont inspirés vraiment de ces pattes de rainettes. Et donc, l'avantage de ça, c'est que quand on regarde ces rainettes, et donc là aussi, on a une diversité, mais vraiment incroyable dans la nature, avec plus de 4000 espèces de petites rainettes qui existent. Et donc, on peut aller regarder des espèces qui vivent plutôt dans des milieux avec beaucoup d'eau, dans des torrents, par exemple, dans des cascades, il y en a plein. Et on va regarder la structure de leurs pattes. Et c'est ce qu'ils ont fait, les collègues. Et donc, ils regardaient, ça, c'est typiquement la patte d'une rainette qui vit dans des cascades. Et donc, elle est capable de rester collée malgré le fait qu'il y a de l'eau qui coule tout le temps. Et donc ça, c'est des principes super intéressants. Quand on pense aux pneus sur la route, quand il a plu, ben on a du aquaplaning qui se met en place. Donc il y a une couche d'eau qui va se former entre la pneu, et donc on va perdre la friction entre la pneu et
la route. Et donc ça, c'est évidemment pas super. Et donc c'est ce qu'on essaye d'éviter. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont vraiment inspirés de ça en créant des pneus, non seulement avec les canaux classiques qu'on a, mais aussi au sein du surface de contact, ils ont vraiment repris le système d'Aeronet. Et donc, c'est des pneus qui résistent très bien, qui sont très bien faits pour rouler sur des surfaces mouillées et qui restent, qui génèrent quand même de la friction malgré le fait que le substrat est mouillé. Et donc ça, c'est intéressant. Et maintenant, avec tout ce qu'on peut faire en imprimante 3D, donc c'est des technologies qu'on utilise de plus en plus aussi, on peut imprimer en 3D des différentes surfaces, on peut les tester au laboratoire exactement comme je vous ai montré ici, pour faire des mesures mécaniques, pour voir quelle est la performance de ce type de matériaux. On peut changer aussi de matériel, la contact, rajouter de l'eau à une surface ou non, et donc quantifier vraiment ce qui se passe dans ces contacts entre des surfaces. Et donc c'est vraiment une source d'inspiration dans la nature au niveau adhésion, au niveau adhérence, qui est vraiment assez incroyable. Et donc de plus en plus de labos aux États-Unis, mais aussi en Europe, travaillent sur ce type de principes et ces types de concepts. Et donc ce qu'on fait vraiment, c'est par exemple, nous on travaille au Muséum d'histoire naturelle à Paris, on a nos collections. Donc c'est vraiment des ressources incroyables de biodiversité qu'on a, qui sont présents. Donc on peut regarder quelles sont les propriétés des surfaces des animaux qui sont capables de grimper, par exemple, dans différents contextes. On peut regarder quelle taille ont ces animaux, pour aussi comprendre la relation entre taille et mécanisme de surface, de contact, d'adhésion. Et après, on peut s'inspirer de ces principes, regarder sur des animaux vivants, faire des petites manips, mesurer les vraies forces. Après, on peut s'inspirer, toujours inspirer de la nature et essayer de créer des nouvelles surfaces, des nouvelles structures pour pouvoir reproduire ces éléments-là. Et donc ça, c'est quelque chose quand même de très important quand on pense à la bio-inspiration, c'est qu'il ne faut jamais oublier non plus, certes, dans la nature, c'est des millions d'années d'évolution, de sélection naturelle, de précision, on va améliorer un design, quelque chose qui existe petit à petit. Par contre, dans l'évolution, il y a aussi beaucoup de contraintes. On ne peut pas tout faire. Parce qu'on a cet héritage évolutif. On est descendant de nos ancêtres. Et donc, ce qu'on peut faire est inscrit une partie dans nos gènes. Donc, on ne peut pas tout faire. Et donc, l'avantage des ingénieurs, ils peuvent s'inspirer des principes de la nature, mais ils ne sont pas confrontés à ces contraintes évolutives. Donc, ils peuvent tester des nouveaux matériaux qui n'existent pas dans la nature. Ils peuvent créer des nouvelles surfaces, plus petites, plus grandes. Voilà. Donc on peut jouer, on s'inspire de la nature, après on joue avec les matériaux, on joue avec les surfaces pour trouver des choses qui sont encore plus performantes par rapport à ce qu'on retrouve dans la nature. Et c'est un peu tout le principe qu'on met en œuvre quand on fait de la recherche en bioinspiration, et donc avec l'exemple de l'adhésion, qui est assez parlant, je pense, en général. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Donc ça, c'est une très très bonne question. Donc c'est bien de pouvoir coller à quelque chose, mais comment est-ce qu'on se décolle? Tu vois, donc les animaux, de nouveau, le gecko par exemple, qui a une force jusqu'à 100 fois son poids, s'il veut se décoller, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a quelque chose de très intéressant, il peut faire une hyperextension. Donc il va plier ses doigts comme ça, et donc en créant un angle entre la surface et la patte elle-même, elle va doucement détacher. Par contre, elle doit, à chaque pas qu'elle prend, elle va mettre sa patte, elle doit faire ça avant qu'elle puisse avancer sa patte, parce qu'elle colle trop. Et c'est donc une très bonne question. Au bout d'un moment, on colle trop, et donc là aussi, il y a des solutions nécessaires pour pouvoir avancer si on veut être dynamique. Donc il y a deux choses très différentes. L'adhésion statique, l'adhérence pure. Donc je veux juste coller sur une surface, je vais mettre une télé sur la surface. Bon, je n'ai pas vraiment besoin de la décoller. Mais là aussi, si on retourne par exemple sur le système là, donc qui a été développé à partir des pattes de gecko, donc là aussi, pour la décoller, on va juste créer un angle entre la surface et l'objet. Et donc en créant un angle, on va détacher doucement le contact
Et donc ça va permettre d'enlever l'adhésif. Ouais. Donc là, par exemple, ils sont sur 25 kg, là, sur la petite plaque qu'on voit. Je me rappelle bien, elle fait de 10 cm sur 15 cm, là. Donc c'est quand même des performances qui sont non négligeables. Et donc, avec ces systèmes-là, quand on regarde dans la nature, et donc c'est là aussi que la nature est vraiment une bonne inspiration, on n'a jamais des geckos plus grands qu'une certaine taille. Donc ça marche jusqu'à une certaine taille, une certaine force. Au-delà de ça, ces mécanismes ne sont plus utilisables. Donc on est limité quelque part. Et la nature nous dit ça, parce que quand on regarde, ça c'est parmi les plus grandes rainettes qu'on peut trouver au monde entier, on est un peu sur ces tailles-là. Plus grand que ça, on augmente le poids encore plus, ça ne marche plus. Donc on change de mécanisme. On va rajouter des griffes, par exemple. Et donc là aussi, c'est intéressant de regarder la nature, parce qu'elle nous donne des solutions. Elle donne des switches d'un mécanisme à l'autre, dépendant de la taille, par exemple. Et en utilisant d'autres matériaux, on peut essayer de s'affranchir un peu de ces limites de taille, mais quelque part, ça indique quelque chose sur les limites, ce qu'on peut faire avec un mécanisme ou un autre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a encore une autre question ? Celle-là ? Le pneu, oui, 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 exactement. Donc, que ce soit le Gexkin, donc vous pouvez l'acheter en ligne, hein, ça existe, c'est présent. Et le pneu aussi, je ne m'appelle plus. Je sais que le collègue il a pas mal travaillé avec Goodyear, et après, il y a une autre boîte qui a repris les idées. Donc, il y a évidemment plusieurs personnes, ce n'est pas une seule personne qui a pensé à ça. Mais donc, voilà, c'est vraiment développé, c'est des applications industrielles qui sont arrivées jusqu'à la vente. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des suggestions, des remarques? Ben, merci à vous. Ouais, oui. Une dernière, oui, mais il n'y a pas de... Oui, c'est une autre bonne question. Voilà, donc la question est comment on gère ces interactions avec le monde de l'industrie? Nous, on est des chercheurs vraiment en biologie très fondamentale. Hein. Moi, je m'intéresse à comprendre les mécanismes évolutifs, des choses comme ça. Et souvent, c'est en collaborant avec des ingénieurs. Donc nous, on a pas mal de projets avec des roboticiens, par exemple, avec des gens qui font plus de structures mécaniques, dynamique des fluides, et autour des thématiques communes. Et c'est comme ça qu'on fait l'interface à travers de nos collègues ingénieurs vers plus l'industrie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Et donc, c'est pour ça aussi que des interactions comme ici aujourd'hui, où voilà, on montre un peu ce qui est possible dans la biologie. Et après, l'idée, c'est de susciter l'intérêt d'autres partenaires pour voir, voilà, est-ce que ça parle à quelqu'un qui a une application en tête réelle, quoi. Parce que nous, on est biologistes, on ne pense pas à l'application. On est vraiment sur le côté plus animaux et évolution, quoi. Ben, merci beaucoup.